moins 45 points. C'est le chiffre qui vient de tomber. Et c'est le pire jamais enregistré pour un président américain auprès des électeurs indépendants, à ce stade d'un second mandat dans toute l'histoire moderne du pays. Pour donner une échelle de comparaison, Barack Obama, à un moment équivalent de son second mandat, était à moins 8 points. George W. Bush, en pleine dérive de la guerre en Irak, était à moins 20. Ce président-ci, en moyenne, combiné sur l'ensemble des instituts sérieux, se retrouve à moins 22. Et chez les électeurs indépendants précisément, il vient de dépasser un record que détenait Richard Nixon à l'époque où le scandale du Watergate le poussait vers la démission. Le programme de cette vidéo tient en deux temps. D'abord, ce que ces chiffres signifient vraiment une fois replacés dans leur contexte historique et la manière dont cette administration a choisi d'y répondre publiquement, puis une élection sénatoriale clé dans un État charnière où un candidat s'est fait piéger par son propre mensonge avec une connexion directe au dossier Epstein qui refuse de disparaître. Les chiffres de sondages cités ici viennent de 4 instituts différents: le Washington Post, CNBC, Economist YouGov et Civic, chacun avec sa propre méthodologie, largement relayée dans la presse américaine. Les citations politiques viennent de déclarations publiques faites devant caméra. Ce n'est pas un accident statistique isolé sur un seul institut. Le Washington Post a enregistré son plus bas niveau jamais mesuré pour ce président en avril. CNBC vient d'enregistrer son propre record négatif. Economist YouGov égale son pire score depuis mai. 4 instituts, 4 méthodologies complètement différentes, la même trajectoire descendante au même moment. Les chiffres précis de chacun sont détaillés dans la description sous cette vidéo. Pour ceux qui veulent vérifier institut par institut, face à cette dégringolade, comment cette administration a-t-elle choisi de communiquer ? Un élu du Congrès proche du pouvoir, interrogé sur la crise du coût de la vie qui touche les Américains, a expliqué qu'il était facile, en vivant aux États-Unis, de s'habituer à un niveau d'abondance qu'on finit par considérer comme normal, en évoquant par exemple les milliers de variétés de fromages disponibles dans n'importe quel supermarché du pays. Il y a une manière de lire cet argument avec un minimum de bonne foi. Comparé à beaucoup d'endroits dans le monde, le niveau de consommation moyen aux États-Unis reste objectivement très élevé. Et rappeler cette réalité n'est pas en soi déconnecté de tout bon sens économique. Le problème, c'est que cet argument arrive au moment précis où les sondages montrent que la majorité des Américains, y compris une partie de l'électorat qui a soutenu ce même camp, se dit incapable de faire face à ses dépenses courantes. Parler de l'abondance des rayons de fromage à des gens qui n'arrivent plus à remplir leur caddie, c'est pas rassurer. C'est confirmer, sans le vouloir, à quel point le message officiel ne colle plus avec le vécu réel. Ça rappelle furieusement le conte des habits neufs qu'on promet mais qu'on ne livre jamais vraiment. On continue de décrire un magasin plein à craquer, pendant que les gens debout devant la caisse, eux, regardent leur solde bancaire baisser. Pendant ce temps, le président lui-même publiait sur son propre réseau social un message se félicitant qu'une grande chaîne de supermarchés américaine ait annoncé baisser ses prix sur plus de 300 produits, présentant ça comme la preuve concrète de sa politique de lutte contre la vie chère. Le problème, c'est que ce type d'annonce commerciale, promotion saisonnière et remise ponctuelle, existe indépendamment de toute politique fédérale et ne change rien au fait que les réserves stratégiques de pétrole du pays sont au plus bas niveau depuis près d'un demi-siècle et que le prix moyen d'un plein d'essence continue de grimper. Le détail le plus révélateur, c'est même pas le chiffre global, c'est le sous-détail par thème que le Washington Post a publié à la même période. Sur l'économie, sur l'immigration et sur la gestion de la guerre en Iran, les 3 piliers sur lesquels cette administration a construit sa légitimité politique, l'approbation tombe sous la barre des 40%, sur les 3 sujets à la fois. Un élu d'un autre camp politique, interrogé sur cette gestion de crise, a résumé la situation en une phrase directe. Les gens, dit-il, se sentent fondamentalement ignorés, parce qu'ils voient bien que les décisions prises ne servent pas leurs intérêts, pendant que la corruption, elle, reste étalée au grand jour. La grenouille qui bout doucement ne remarque jamais le moment précis où l'eau devient mortelle, parce que la température monte trop progressivement pour déclencher une réaction. 300 produits en promotion chez un supermarché, un post triomphant sur les réseaux, et pendant ce temps, le vrai thermomètre économique, les réserves de pétrole, le pouvoir d'achat réel, continuent de grimper sans que personne ne semble vouloir l'admettre publiquement. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire,
Parce qu'une élection sénatoriale précise, dans un État charnière, illustre exactement ce même mécanisme de déni à une échelle plus locale, avec une connexion directe au dossier Epstein. Un candidat sénatorial, ancien gouverneur bien connu, avait affirmé publiquement, en réponse à une question directe des journalistes, n'être jamais allé à Doha, au Qatar. Le Washington Post a depuis établi, preuve à l'appui, qu'il s'était bien rendu à une conférence économique internationale organisée dans cette même ville. Un détail qui aurait pu rester anecdotique si des échanges de courriels publiés dans le cadre du dossier Epstein ne montraient pas que Jeffrey Epstein lui-même, en discutant avec un de ses associés qui se rendait à cette même conférence, avait mentionné que ce candidat avait, selon ses propres mots, de bonnes histoires à raconter. Vous voyez le problème maintenant ? C'est pas l'existence d'un simple voyage professionnel qui pose question. C'est le mensonge initial sur un fait aussi vérifiable qu'un voyage à l'étranger qui change toute la lecture de l'affaire. Quand quelqu'un ment sur un point aussi facilement vérifiable, la question qui suit naturellement, c'est de savoir sur quoi d'autre il pourrait aussi avoir menti. Pour être complet et honnête sur ce point, l'équipe de campagne de ce candidat a depuis reconnu sa présence à cet événement de 2010, tout en affirmant fermement que ni lui ni son père n'avaient jamais rencontré ou communiqué, de quelque manière que ce soit, avec Jeffrey Epstein ou son associé. Ce qui reste établi, c'est la présence physique au même événement et le mensonge initial sur ce point précis. Ce qui reste, à ce stade, une allégation non prouvée, c'est l'existence d'un contact direct avec Epstein lui-même. Les deux ne doivent pas être confondus. L'adversaire démocrate dans cette même course sénatoriale, actuellement élu à la Chambre des représentants, a résumé cette dynamique en des termes simples lors d'un entretien. Selon lui, ce candidat représente ce qu'il a appelé la classe Epstein. Des décennies de connexion avec les grandes industries pétrolières, pharmaceutiques et financières, avant d'être surpris en flagrant délit de mensonge sur un fait vérifiable par n'importe quel journaliste, avec un peu de temps devant lui. Ça rappelle furieusement le Titanic, version iceberg invisible. C'est jamais la partie émergée, le voyage lui-même qui coule un candidat. C'est la partie cachée sous l'eau, le mensonge initial destiné à masquer ce voyage qui finit par tout faire chavirer. Ce sentiment que vous aviez peut être en observant cette administration continuer d'afficher des chiffres de popularité en chute libre, tout en célébrant des promotions sur des produits laitiers, que quelque chose ne collait vraiment plus entre le discours et la réalité vécue. Ce sentiment-là était juste. Et en restant uniquement sur les gros titres nationaux, cette élection sénatoriale précise, avec sa connexion directe au dossier Epstein, vous échappe complètement. Reprenons cette histoire depuis le début. Moins 45 points chez les électeurs indépendants, un record qui dépasse même celui de Nixon en pleine chute. Ce chiffre n'était jamais qu'un symptôme d'un problème bien plus large, où une administration confrontée à sa pire cote de popularité historique choisit de célébrer des rayons de supermarché plutôt que de reconnaître une crise réelle, pendant qu'un de ses candidats sénatoriaux se fait piéger par un mensonge vérifiable directement lié au dossier qui continue de hanter tout ce camp politique. Ce n'est pas une coïncidence isolée. C'est une méthode où la déconnexion entre le discours officiel et la réalité économique se retrouve encore et encore, à toutes les échelles, de la Maison-Blanche jusqu'à une élection sénatoriale locale dans le New Hampshire. Il faut savoir aussi que ce basculement chez les indépendants ne s'est pas produit du jour au lendemain. Selon les données suivies en continu par l'Institut civique depuis le début du mandat, ce même électorat était encore globalement partagé, à quelques points près, dans les premiers mois. Le glissement de plus de 30 points en un peu plus d'un an raconte une histoire d'érosion progressive, pas d'un effondrement soudain provoqué par un seul scandale isolé. Le vrai problème, à mes yeux, dépasse largement ce sondage précis, qui va sans doute être suivi d'un autre tout aussi mauvais dans quelques semaines. C'est qu'une partie de cette administration semble sincèrement croire que célébrer des promotions commerciales ponctuelles peut remplacer une vraie politique économique, pendant qu'un candidat qui ment sur un voyage à l'étranger, avec une connexion documentée au dossier Epstein, continue malgré tout sa campagne sans avoir eu à répondre publiquement aux questions les plus directes. Et rien ne dit que ça s'arrête là.
Si cette tendance de fond dans les sondages se confirme jusqu'aux élections de mi-mandat, et si cette élection sénatoriale précise se joue finalement sur une marge aussi fine que ce que montrent les sondages actuels, la vraie question n'est plus de savoir si ce chiffre de moins 22 points va remonter. C'est de savoir combien de sièges, dans combien d'États, vont finir par basculer sur ce même refus persistant de reconnaître une réalité économique que la majorité des électeurs, eux, vivent chaque jour. Et ce sont toujours les mêmes. Les familles qui n'arrivent plus à remplir leur caddie ni leur réservoir, qui encaissent pendant que le discours officiel, lui, continue de parler d'abondance et de promotion saisonnière comme si de rien n'était. Si vous voulez qu'on continue à suivre cette histoire ensemble, sondage après sondage, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître à plus de monde.